Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de Québec Hunter. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, ce que vous écoutez, c'est le dernier épisode de la saison 3. Je vais commencer par vous remercier, les 45 000 personnes qui nous écoutent. Je trouve ça extrêmement flatteur. C'est un beau compliment que vous nous faites. Puis c'est ce qui fait qu'il y aura une saison 4. J'ai déjà commencé à penser à toutes sortes d'idées de qu'est-ce qui s'en venait. Des sujets le fun, des sujets un petit peu différents. Si vous avez des idées, si vous avez le goût d'être sur le podcast, ben gênez-vous pas, écrivez à Québec Hunter, je vais vous répondre. On regardera ça pour la saison 4, ça va me faire plaisir. Comme d'habitude, je remercie Atelier QG qui font les chandails. La gang d'Atelier QG, vous êtes à la coche, les chandails sont beaux, sont confortables, ça sent bon quand ça arrive. Merci beaucoup. Brigade Web qui s'occupe de notre site web, tout ce qui est web pour nous autres. C'est des machines. C'est des leaders dans l'industrie du web. Puis je dis pas ça parce que c'est mon frère qui s'occupe de Brigade Web. Je dis ils sont vraiment, vraiment bons. Fait que la gang, merci beaucoup. Puis merci de nous appuyer là-dedans. Là, ceux qui suivent Québec Hunter, ces différentes plateformes, vous avez vu une publication passée dernièrement dans laquelle je disais que j'avais été vraiment mardeux parce que j'avais gagné pour aller à Anticosti. Fait que là, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups. Vous allez apprendre quelque chose sur l'île d'Anticosti parce qu'on a une machine en termes de connaissances. Il a fallu l'arrêter de parler avant que ça commence parce qu'il était parti sur une frippe. Puis il y en a long à dire. Il s'appelle Maxime Dubé. C'est un genre de pro d'Anticosti. C'est juste un chasseur connaissant. Puis on va le questionner sur notre séjour qui s'en vient. Puis j'espère que vous aussi, vous allez apprendre quelque chose. Puis peut-être que ça vous donnera le goût d'y aller aussi. Moi, je sais que ça fait des années que j'essaie d'y aller. Puis là, enfin, ça se passe. Les gars qui vont être avec nous autres, il y a Vincent et Jimmy. Vincent, c'est deux des gars, puis Jimmy qui vont venir avec nous autres en tout cas. Comment ça va, messieurs? Très bien. Très bien, la ligue de hockey, la ligne de hockey se retrouve. Oui, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est les trois sur le même trio. Vincent et Jimmy chicanent pour savoir qui c'est qui va dans le centre. Moi, ça ne m'intéresse pas que le cœur m'arrête pendant une game, fait que je joue à l'île puis tout est correct. Les gars, je fais monter Max si vous êtes prêts, puis on passe ça dans pas long. Salut Maxime, comment ça va? Ça va bien, Simon, vous autres? Ah oui, ça va super bien. Maxime, je t'ai présenté un petit peu comme un genre d'expert d'Anticosti. Ce que je pense qui est vrai, parce que ceux qui le connaissent et qui te suivent sur Facebook ont vu tes différents lives. Puis c'est vraiment très, très, très instructif. J'ai pas eu le temps de toutes les écouter, mais ça va venir, c'est certain, avant qu'on aille à Anticosti. Tu es aussi rédacteur pour un magazine, je pense. Oui, je fais une chronique dans la revue là, 100% Chasse et Pêche. Là. J'ai commencé là, en août 2022 là, quand j'ai été recruté là, dans l'équipe. OK. Fait que si ça vous intéresse de lire ce que Maxime écrit après le podcast, quand vous allez comprendre que c'est bon, là, vous savez où aller retrouver ça. Max, j'aimerais ça que, en commençant, on va comme établir ta crédibilité, si tu veux. Qu'est-ce qui fait que tu connais tant que ça la chasse aux chevreuils, aux cerfs de Virginie à l'île de l'Anticosti? Ben, moi, ça a été, disons, j'ai commencé en 2004. J'ai commencé en 2004 là, à guider là, du côté de Safari Anticosti. J'ai guidé jusqu'en 2018, principalement dans un territoire là, dans le secteur Est là, qui est Aquila. J'ai touché à quelques autres secteurs là, de la pourvoirie, là, autant de Safari Anticosti et Cerceau là, autrefois, là, quand il y avait les deux entités. Et donc, ça m'a permis de voir un peu certains territoires, certains différents territoires. Et à partir de 2021, fin 2020, j'ai été aussi là, un petit peu plus à peu près un an et demi là, dans les bureaux au niveau de la gestion là, pour CEPAC Anticosti. J'étais un gestionnaire là, au niveau de service clientèle. Ça que j'ai fait ça jusqu'au printemps là, 2022. Et je suis revenu à mes anciennes amours, là, comme c'est ça. Je suis revenu au guidage là, depuis 2 saisons. Là, que j'ai un nouveau terrain que j'adore particulièrement. Toujours dans l'est de l'île, c'est le secteur là, que j'adore. Là. Fait que toi, tu as la chance de chasser pendant des mois de temps. Là.
C'est exactement le guidage, là, c'est que tu n'as pas juste un 4-5 jours là, seulement dans ta saison là, où ce que tu profites là, justement de cet environnement-là. C'est comme moi, principalement, c'est sûr qu'avec ma jeune famille, je suis revenu à le guidage qui est dans la première saison. Je rentre souvent à l'île, là, mettons, vers la fin août, et ça se termine autour du 7 octobre. Là. Donc, je guide, là, comme l'année passée, j'ai guidé 6 groupes. Et j'ai pu faire un retour là, au mois de novembre pour un tournage, là, toujours sur mon terrain. C'est ça. Je me limite à ça par rapport à que je puisse encore être présent là, dans mon rôle de papa là, à la maison. On te comprend, on est 3 papas qui essaient d'être présents aussi. Là, fait que... là, on est 3 gars qui s'en vont à Anticosti pour la première fois. Moi, j'ai un petit peu plus d'expérience de chasse. Je chasse plusieurs gibiers depuis une couple d'années maintenant. Jimmy puis Vincent, c'est plus nouveau. J'aurais le goût de commencer par la base. Moi, tout de suite, ça m'a fait peur quand j'ai reçu ça. Il m'a dit pas plus que 75 livres dans l'avion pour aller chasser. Fait que j'aimerais ça qu'on parle du matériel qui est nécessaire, que tu peux amener s'il te reste de la place, puis qui est absolument superflu. Qu'est-ce que tu prioriserais? Bien, c'est sûr qu'au niveau du linge, un groupe de chasseurs qui vient en début de saison, septembre ou début octobre, ça vient un peu moins contraignant parce qu'on n'a pas l'espèce de problématique de linge pesant comme qu'on va avoir au mois de novembre. Fait qu'il faut penser aussi que le 75 livres, quand on parle pour CEPAC, un CEPAC Anticosti, parce que ça se peut que l'information soit un peu peut-être différente si on parle du lac Geneviève. Puis au niveau de safari, là, c'est principalement, vu que CEPAC, c'est le principal là, occupant là, de l'île, on parle de 75 livres, ça comprend la carabine également et le case dans ce 75 livres-là. Donc, c'est sûr que idéalement, je ne recommande pas d'avoir nécessairement les plus gros cases qui sont lourds. Souvent, on voit des cases, des fois, là, des affaires à 300-400$, mais ça rajoute des fois... Il y a beaucoup de protection, mais ça rajoute du poids énormément. Alors, puis, c'est sûr que 75 livres, c'est facile à atteindre quand même. Là. On a certains éléments qu'on ne peut pas se passer, mais il faut être un peu logique dans ce qu'on amène. Puis, donc, le case qui peut prendre beaucoup de poids, des fois, je pense que ça peut se limiter à un case plus simple. Il va être aussi protégé, puis tu vas gagner des livres. Puis il y a un autre item aussi qui n'est pas à négliger, c'est un peu, ça ne sera pas un problème dans votre cas, mais d'avoir un sac plus dans le style sac de hockey. Parce qu'une valise, c'est quelque chose qui peut prendre 3 livres de plus de poids, par rapport avec le matériau qui sont faits. Donc, un sac de hockey, tu mets ton stock dans des sacs de plastique pour le protéger de la pluie, surtout les journées d'aviation. On ne sait jamais, des fois, le sac peut attendre un certain temps là, à l'extérieur ou semi-protégé des intempéries. Donc, ça vaut la peine de le mettre dans des sacs de plastique, là, un peu comme un sac à vidange. Là, fait que ça t'assure d'avoir du sec quand tu arrives. Que tu arrives à la maison suite à ton voyage, que ton linge est tout trempe, ça, c'est pas un trouble. Mais quand tu arrives à l'île, puis que tu n'as même pas mis encore les pieds sur le terrain, puis ton linge est trempe, ben, c'est une petite affaire qui peut faire une grosse différence. Mais dans les essentiels, c'est sûr que au niveau du linge, tout dépendamment, mettons, dans quelle période de l'année que tu es, c'est sûr qu'un imperméable doit faire partie justement de ton bagage. Là. Il y a pas, c'est pas un item à mettre de côté parce un peu comme n'importe où ailleurs, des journées de pluie, on en a. Ce serait juste dommage d'être contraint à faire de la chasse en cache ou en camion quand il y a tellement mieux à faire, étant donné la grandeur de territoire qu'on a, que chaque groupe a. Là, oui, c'est gigantesque. Là. Oui, on parle de plusieurs kilomètres carrés là, pour plusieurs, là, la majorité des terrains. Là, en moyenne, ça peut être, je ne sais pas, un 75-80, puis dans certains terrains, là, c'est au-dessus de 200 là, quand il y a 2 groupes là, sur la même zone. Oui, non, c'est vrai. Donc, c'est ça. L'imperméable doit faire partie là, des impondérables là, que vous devez mettre là, dans votre bagage. Suite à ça, les jumelles. Les jumelles, on a des grandes superficies ouvertes. Donc, les jumelles de qualité, pas nécessaire d'avoir des jumelles à 2000$, mais une jumelle
qui est autour de 300-400$. Habituellement, tu as une bonne qualité. Puis de ne pas prendre trop gros parce que vous allez l'amener avec vous là, sur le terrain. Donc, il ne faut pas que ça soit non plus quelque chose qui est trop pesant puis qui devient un problème à longue. Là. Donc, c'est ça. Puis je suis curieux, comme jumelle, là, comme ouverture, tu prioriserais quoi? Ben, de quoi entre le 32 mm à 42 mm justement d'ouverture, puis un 8X 10X là, que je recommande. Là. De ne pas descendre en bas de ça, vous ne gagnerez rien, là, justement. Là. C'est aussi bien d'avoir de quoi, c'est ça. Moi, j'aime bien les 42 mm parce que ça capte quand même beaucoup de lumière dans les périodes de pénombre, le matin et le soir. Dans les dernières minutes. Donc, tu es plus capable de voir les détails et d'identifier un chevreuil clairement. Donc, c'est ça. 42 mm, c'est mon choix. Mais c'est sûr que tu vas faire une nouvelle dépense si vous avez des 35 mm. Donc, les jumelles, bâton de tir. Bâton de tir, on n'a pas toujours la situation idéale où on est à côté pour faire un tir de précision. Donc, le bâton de tir, pour moi, ça doit faire partie de l'équipement. C'est sûr qu'à la base, on peut parler des shooting sticks qui sont un bâton simple. Oui, c'est ça que j'ai, là. Ouais, c'est ça, juste une branche, là. Puis, moi, j'aime bien ça. Oui. Ouais. C'est sûr qu'au niveau du poids, c'est l'item qui prend le moins de place et le moins de poids. Moi, j'aime bien les modèles à 2 pattes parce que ça assure une stabilité latérale. Le shooting stick simple, souvent, il va quand même brasser de gauche à droite. Tu vas avoir une certaine stabilité en hauteur, mais tu n'auras pas de stabilité latérale. Le shooting stick double, lui, par contre, il t'assure une plus grande stabilité. C'est la raison pourquoi que je préconise plus ces modèles-là que le shooting stick simple. Ouais. Puis les trips, je trouve que c'est très stable, mais pour moi, c'est trop pesant. C'est pas. Il faut le promener toute la journée, là. Oui. Puis c'est ça, c'est quand même de quoi qui est, comme tu dis, ça peut devenir encombrant. Puis pour le gain de stabilité, pour moi, le fait que je trouve que c'est plus encombrant qu'utile. Donc, pour moi, le choix ultime, c'est le 2 pattes là, comme shooting stick. Là. OK. Fait que c'est jumelles, shooting stick, les bottes. Les bottes, peu importe le terrain, pour moi, c'est des bottes de caoutchouc. Oui. Il va toujours arriver des moments où tu vas traverser un ruisseau, une rivière, il va mouiller, il va y avoir de l'eau dans les plaines, dans les ouvertures. Pour moi, une botte de caoutchouc qui est quand même une botte haute, mettons à l'entour de 15-16 pouces, va toujours avoir davantage une botte de cuir, là, mettons à 8 pouces ou 10 pouces de haut. Là. Ouais. Moi, j'ai des bonnes bottes de marche que j'aime beaucoup, mais tu sais, je ne sais pas combien de fois je pourrais pas. Tu sais, je peux plier dans l'eau et ça ne rentre pas, là, mais je ne sais pas si je traverserais une rivière, je serais si confiant que ça. Là. C'est un peu le point, mon point de vue, c'est que il va arriver un certain point où tu vas dire est-ce que je prends la chance de mouiller les pieds, puis le fait qu'on soit contraint à un certain bagage à cause du poids, tu vas dire regarde, je vais virer de bord finalement parce que je ne me tente pas de me promener les pieds trempes les trois prochaines journées. Ça ne sèche pas, puis je n'amènerai pas de sèche-bottes dans mon 75 livres. Non, puis dans certains secteurs aussi, tout dépendamment parce qu'on va avoir des camps rustiques où il y a des panneaux solaires, mais un sèche-bottes. Tout ce qui est avec un élément chauffant va demander souvent beaucoup de jus. Donc, c'est peut-être pas nécessairement utile parce que ça ne marchera pas à pleine capacité. Là. Plan américain, je comprends, il y a des génératrices où on va avoir de quoi pour faire, d'avoir du courant et que tu vas être capable d'utiliser un sèche-bottes, mais c'est dans certains cas seulement, il n'est pas partout. Là. Ouais. De toute façon, à la place que ça prend, c'est sûr, je n'amène pas ça. Ils vont tasser sur l'île, je vais les mettre dehors, mes bottes. Donc, c'est ça. Fait que honnêtement, là, je vais suggérer là, des bottes de caoutchouc
Moi, pour ma part, ben, dans mes bottes de caoutchouc, je les prends tout le temps une grandeur plus grande, justement, pour pouvoir mettre des chaussons Bama. Des chaussons Bama qui vont... parce qu'une botte de caoutchouc, souvent, va être faite de néoprène à l'intérieur. Néoprène qui est un aimant à humidité. On transpire tous des pieds à différents niveaux. Si on est rendu tard au mois d'octobre ou bien au mois de novembre, ben, cette transpiration-là, tout le temps, ça peut être problématique pour ça. Ouais. C'est ça, exactement. Moi, je gèle facilement des pieds. Donc, ces chaussons-là me permettent d'avoir un certain niveau de confort que je ne pourrais pas avoir si je ne les aurais pas dans les pieds. Là. Chaussons Dama, c'est-tu, à mon souvenir, là, comme ce que les agriculteurs mettaient là, à l'époque? Gris, là, ou... Ben, gris ou bleu. Gris ou bleu. Oui, c'est ça, gris ou bleu, là, comme la marque Bama, qui est comme les premiers à en avoir fait, les autres sont comme bleus. Mais oui, écoute, moi, j'ai découvert ça quand je travaillais en Syrie. C'est un de mes collègues là, qui avait ça dans les pieds, puis ça a été une trouvaille pour moi cette journée-là, mais fort probablement que c'est ça, dans le milieu agricole aussi, là, ils utilisaient, là. Mais pour moi, ça, c'est un incontournable à cette heure aussi. Là, ça assure ton confort. On sait qu'à l'île, on part souvent en chasse fine, puis on fait quand même des bonnes distances. Mais c'est sûr que... je vais prendre une petite gorgée. Ah oui, pas trop. Hey, pendant que tu prends ta gorgée, là, la gang, je sais que d'habitude, je prends une bière, mais là, il faut que je me lève à 3 heures demain matin, fait que ça va être un sans alcool. Mais au moins, vous aurez le petit pichet. Comme d'habitude, je vais vous inviter à boire de façon responsable. Puis, ben, santé. Merci d'être là, les boys. Anticosti. OK. Tu vois, moi, les chaussons Bama, je ne savais même pas que ça existait. Fait que je vais faire une petite recherche Google parce que j'ai toujours juste mis des bas... moi, je mets des bas de Mérino à la chasse, là. J'ai toujours juste mis ça. Mais là, je vais découvrir quelque chose. Les chaussons Bama aussi, l'avantage, c'est que tu vas quand même mettre un bas normal à l'intérieur. Il y en a certains qui vont... qui n'aiment pas de porter des bottes de caoutchouc parce que ça peut leur créer des ampoules à l'arrière. Mais en ayant le chausson Bama et un bas normal, c'est que ta friction va se faire entre le bas et le chausson Bama et non avec le bas et ta peau. Donc, souvent, ça peut régler des problèmes de ceux qui ne veulent pas porter là, une botte de caoutchouc pour ce problème-là. Fait que, tu sais, c'est tous des petits détails, mais quand tu viens à marcher 5, 10, 15 km par jour, tu as 5 jours, 4-5 jours de chasse, ben, ton confort va peut-être influencer ton résultat de chasse, là, justement, à longue, là, parce que ça va te permettre d'aller dans des secteurs un peu plus loin, là. Oui, le résultat, c'est ça. Ben oui, le résultat et l'expérience, là. Tu sais, parce qu'au-delà de chasser, si au bout de 2 km, tu as mal aux pieds, la journée va être longue en maudit, là. Ah oui, il faut que ça soit le fun, je veux dire, pour la majorité des gens. Toi, t'es chanceux, tu peux y aller tout le temps, là. Mais, tu sais, comme nous autres, c'est comme exceptionnel, là. Puis je pense que, tu sais, en tout cas, je ne sais pas, mais moi, ça fait 5 ans que j'applique pour aller là, puis c'est la première fois que je sors, là. J'ai sorti premier rang en plus, fait mon frère, j'étais tellement content. Oh, OK. Premier rang, je capotais. Mais, tu sais, fait d'avoir une expérience comme à 100% le fun, plaisante, je pense que ça vaut la peine parce que j'ai pas l'impression que les gens peuvent retourner là à toutes les années, là, en général. Oui. Mais non, c'est sûr que l'habillement va compter énormément. Là, puis, les pieds, oui, les manteaux, tout ça, l'ensemble va compter énormément pour l'expérience finale. Là. Ça ne prend pas grand-chose, ça prend juste des petits détails qui peuvent changer une journée. Puis, comme tu disais, de marcher, d'avoir un problème au pied parce que tu n'as pas l'équipement adéquat. Je l'ai vécu des fois avec des clients, puis à un moment donné, être obligé de revenir parce que quelqu'un n'est plus capable de marcher. C'est comme pas prévu dans la planification de la journée. Il faut que tu trouves ça rend la chasse plus difficile. Ben, disons que ce que tu avais prévu dans ta journée, tu le prends, puis tu passes ça par-dessus ton épaule, puis tu dis, OK, c'est beau, là, il faut que tu trouves une nouvelle planification avec ton chasseur, parce que là, tu as un problème, mais là, il faut que tu trouves une solution. Fait que, Oui.
OK. J'étais curieux, côté pantalon. Tu sais, moi, quand je chasse, j'ai souvent des genres de pantalons silencieux qui ne sont pas très imperméables. Est-ce que, tu sais, je sais que c'est pas nécessairement le même genre de végétation qu'il y a ailleurs au Québec. Est-ce que tu prioriserais un pantalon plus imperméable, quelque chose de plus euh, durable, rigide? Tu sais, est-ce que les pantalons vont se maganer? Est-ce que faire du bruit, ça serait à prioriser sur d'autres choses? Ou... Ben, à la base, moi, je vais préférer un vêtement qui est silencieux à son imperméabilité. OK. Mes pantalons que je prends la majorité du temps quand je vais guider là, au mois de septembre, début octobre, c'est des pantalons, ça doit faire au-dessus de. Je pense que j'avais acheté ça dans les premières années que j'ai commencé à guider, là, 2004, 2005 ou 2006. C'est des pantalons que j'avais achetés dans le coin de Lillet, qui était à Création-Lamartine. Ces pantalons-là, écoute, ils ont vécu des saisons, mais c'est encore eux autres que je vais prioriser. C'est pas des, Ouais. c'était des pantalons, je pense que j'ai payé. Je pense que j'ai payé ça 30$ la paire dans le temps. Fait que c'est pas. T'as pas besoin d'avoir de quoi de technique en tant que tel. Puis moi, je vais préférer être silencieux. OK. Principalement quand tu es rendu soit certains moments dans la journée ou à certaines périodes dans la saison au niveau des dates, où ce que tu as besoin d'aller dans des secteurs plus boisés, où ce que tu as besoin d'une certaine discrétion. Puis c'est sûr que il y a eu un certain temps où ce que quand j'arrivais pour vérifier un peu les vêtements en magasin, un premier item mon réflexe que j'avais, c'est de passer la main sur le vêtement puis d'écouter est-ce que ça sonne naturel ou ça sonne trop synthétique à mon goût? Parce qu'il y a souvent, il y a beaucoup de vêtements que j'éliminais de cette manière-là. Ouais. Donc, moi, la laine polaire, le polar, pour moi, c'est le plus beau matériel qui existe. Ben oui. Fait que c'est juste d'accepter des fois que si tu marches un peu dans la rosée du matin, ben que ça se peut que ton pantalon soit un peu mouillé. M'amener avec la journée quand il fait beau, ça sèche assez rapidement. Fait que c'est pas un problème. Là. Fait que oui, je vais prioriser un tissu silencieux au fait qu'il soit imperméable. OK. On va rester dans le thème du bruit. Les sacs à dos, en tant que guide, entraînes-tu un? Puis si oui, tu sais, parce que je n'ai pas trouvé, moi, qui ne font pas de bruit des sacs à dos. C'est tout en grosse toile, puis... Bien, le sac à dos, moi, honnêtement, je suis très minimaliste. Okay. C'est sûr que mon cas est peut-être un peu particulier parce que le secteur où que je guide, chaque client a un VTT, donc je n'ai pas de contraintes. Oui, on va marcher, on va partir et on va marcher certains secteurs, mais on couvre quand même beaucoup de terrain avec le VTT, donc on est capable soit d'attacher le sac à dos après le rack. Je n'ai pas une nécessité de traîner un sac à dos avec moi. C'est sûr que quand j'étais du côté d'Aquila, il y avait juste le guide qui avait un VTT. J'ai un chasseur qui embarquait avec moi. C'est sûr que moi, mon stock était attaché après le VTT, mais des fois, je pouvais partir puis je pouvais faire un 5, 6, 7 km. J'essaie toujours d'amener ce qui est nécessaire avec moi puis d'éviter le superflu. Donc, de ne pas avoir à traîner un sac à dos. J'ai encore ce réflexe-là d'essayer d'amener vraiment ce qui est nécessaire avec moi. C'est sûr qu'à la longue, là, j'ai comme une habitude. Là, mon stock. C'est ta routine, là. Ben oui. Puis, ce qui est important là, en réalité, là, c'est une bouteille pour la direction du vent, une bouteille à poudre pour le vent, ton couteau, une boussole, puis après ça, c'est sûr qu'un chasseur, tu as les balles, là, mais c'est d'avoir de l'eau. C'est ça qui est important. Tu n'es pas obligé d'avoir de quoi aussi. Non, un buffet à traîner avec toi, là, une pomme, une coupe de bâton, tu vas être capable de toffer, même si tu ne manges pas beaucoup dans ta journée, tu vas être capable de toffer ta journée. Là. Absolument. Donc, c'est ça. Les termes qui est important, c'est l'eau. Puis moi, pour un chasseur qui te demande, oui, j'aimerais ça avoir un sac à dos, mais ce que je recommande, c'est souvent les sacs d'hydratation qu'on va utiliser soit pour la course ou le vélo de montagne. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros sac parce qu'on a cette espèce de réflexe de toujours amener tout ce qu'on peut selon la capacité du sac.
Puis beaucoup d'items sont souvent inutiles. Tu t'en serviras pas pendant ta journée. Tu traînes du poids inutile. Donc, pour moi, un petit sac d'hydratation, 1,5 litres, des fois 2 litres à la limite. Tu es capable de rentrer certains items là, dans ton sac à dos. Puis, c'est pas un sac qui est large, qui ne dépasse pas de ton corps. Donc, c'est pas quelque chose qui vient se frotter sur les branches quand tu progresses là, dans certains environnements plus forestiers. Là. Donc, pour moi, c'est un peu comme le sac idéal. Tu le prends également si tu peux le mettre orange là, pour que tu sois légal. Là, mais, oui, ça serait une bonne idée. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à ce volet-là, mais c'est sûr que côté légal de ne pas trop couvrir le dossard, mais sinon une pièce de tissu orange dessus, puis ça fait la job. Là. Ben oui, moi c'est ça que j'ai fait pour mon sac à dos d'Orignal. J'ai mis un grand carré orange dans le dos pour être sûr de ma shot, puis comme ça on est correct. C'est ça, puis garde c'est ça, puis vraiment, là, pour moi, ce format-là est vraiment idéal. On n'a pas besoin de plus. Là. Des fois, tu fais juste traîner une coupe de petites straps là, qu'on pouvait acheter, là, mettons, chez Mec, là, une strap là, pour attacher des sleeping bags. Puis tu es capable d'attacher 2-3 items, un manteau après ton sac à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'avoir que ça soit tout à l'intérieur. Tu es capable justement de te dépanner de cette manière-là. Là. Ouais. All right. Les gars, avez-vous des questions sur l'équipement, vous autres? Ben, je vais me faire un budget. Il me manque pas mal d'affaires. L'important, c'est, comme je dis, c'est de ne pas partir dans des dépenses à tout bas, tout côté. Il y a moyen de s'en sortir quand même pour un budget raisonnable. Puis, tu sais, un bâton de tir, moi, le modèle que je préconise, je pense qu'il se détaille à peu près à 50-60 $. Pas obligé d'avoir un bâton à 120 $, 150 $. Puis ensuite de ça, comme tu dis, les jumelles, ben, idéalement, si c'est ça, prenez ce que vous avez, si ça respecte un peu comme mes recommandations. Mais sinon, c'est ça, une jumelle autour de 300, là, c'est quand même on a une belle qualité de produits là, qui sont disponibles au Québec. Là, vraiment. Moi, j'ai une paire de jumelles qui m'a coûté ça, là, étant rabais, revenu un petit peu en bas de 300. Là. Puis, écoute, c'est magique. Là. Il y avait celle à 1000$ à côté, là, mais je ne suis pas certain que j'aurais vu la différence. Là, je veux dire, probablement qu'il y en a une, là, mais c'était pas une différence à 700$, mettons. Oui, puis il faut penser aussi que c'est quand même l'équipement que, oui, vous pouvez l'utiliser pour d'autres types de chasse, là, mais il reste que, comme moi, pour moi, c'est un outil de travail. C'est sûr que investir dans une jumelle à 600-700$, pour moi, ça vaut ce prix-là parce que je peux avoir un type de verre qui va faire que justement, je vais gagner de la netteté dans les moments, soit d'éblouissement quand le soleil va être face à moi ou que je vais être au début de la journée, là, dans les premières lueurs ou à la fin de la journée, capable de capter certains détails puis de dire, oh, OK, regarde ça c'est un boc ou ça, c'est une femelle. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est ça vaut sa valeur à ce moment-là. Mais pour un chasseur moyen, je pense que ça ne vaut pas la peine de partir dans des grandes dépenses là, à pu finir. Là. Ouais. Puis là, moi, j'aurais une question. On parlait de linge, puis là, avec le poids, tout ça. Est-ce que je dois me prévoir, on va dire, 5 paires de pantalons pour les changer à chaque jour pour être sûr? Ou si je roule à 2-3 paires de pantalons que je vais faire sécher puis que ça va pouvoir fonctionner? Si je veux diminuer le plus possible le poids, tu me conseilles quoi? Là? Bien, c'est sûr que, mettons, en début de saison, vous êtes là 5 jours. Et à la fin de saison, c'est du 4 jours. Actuellement, mettons, quand on parle, mettons, de fin de saison, là, au mois de novembre, 2 pantalons isolés, c'est un minimum. Puis souvent, peut-être un pantalon, des fois un peu plus léger, peut toujours dépanner en dessous d'un imperméable avec un sous-vêtement là, thermal. Pour moi, ça couvre pas mal les besoins pour 4 jours de chasse. C'est sûr que dans les camps, là, on vient à chauffer le poids. Là. Le linge, à un moment donné, c'est sûr que tu peux mouiller ton linge la première journée, mais tu vas le récupérer jour 3 ou jour 4. Là, ça ne restera pas trempe de tout le long.
Mais, Ils vendent. Ils vendent, oui. Oui, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ils vendent. Mais sinon, en début de saison, c'est sûr qu'avec... Oh, on vient de le perdre. D'après moi, il va revenir bientôt. Comme tantôt. Et voilà. Ouais, t'es revenu, Max. C'est bon. Fait que, ce que je disais, c'est qu'en début de saison, ben, on n'a pas besoin d'avoir des pantalons isolés. Si on est au début, là, mettons, dans début septembre, c'est sûr qu'on ne parlera pas de pantalons isolés, ça ne servira absolument pas. Ouais, nous autres, on y va la dernière de septembre. Là. Ben, rendu fin septembre, mois d'octobre, des fois, autant qu'on peut pogner des journées, avoir des journées qui sont très chaudes, parce que j'ai vu du 20 degrés, moi, fin septembre l'année passée, autant qu'on peut arriver à une journée où ça va être 5 degrés. Tu sais, à 5 degrés, ton pantalon isolé peut être utilisé. Donc, c'est de voir un peu avec la période que vous allez, puis de s'adapter en conséquence. Parce que ça, comme tu dirais, 3 paires de pantalons au total, pour moi, ça devrait correspondre à ça, puis de voir c'est quoi le mix. Est-ce que c'est des pantalons non isolés, un isolé, ou juste des pantalons isolés selon le moment que vous venez là, dans la saison. Là. Puis on peut mettre une de ces 3 paires de pantalons-là dans l'avion pour s'en venir. Là, on sauve une paire de culottes, puis un chandail, puis... En plein ça. Puis je te suggère de ne pas prendre des isolés dans l'avion. Ouais. Les gars, vous n'avez pas pris des petits avions, vous autres, hein? Moi, oui. Oui? Oui, je n'ai pris 1 ou 2 pour aller à Anticosti dans le temps, là, puis c'était serré, là. Ah, mais tu parles c'était des petits... Oui, j'ai pris un 4 places et un 6 places. Ouais, c'est ça, des petites affaires, là. Hey, Seigneur, puis une fois, ça avait brassé, là. Toi, tu prends 2 places à toi tout seul. En plus, ça paraît pas dans la caméra de même, là, mais je prends un peu de place, là. Alors, tu vas dire, en avion, on a... je pourrais en jaser longuement des atterrissages ou des vols là, où c'est quand même particulier. Tu sais quoi? On va en parler parce que moi, j'en ai vécu un où je pensais que c'était la fin de ma vie. Ils vendent, puis tout le long, on pogne des poches d'air, puis c'est pas un si long vol que ça. Là, c'était dehors Saint-Pierre à Anticosti. Mais là, quand on arrive, tu sais, tout le monde s'attend à ce qu'un avion atterrisse en ligne droite, tu sais, le nez par en avant dans la piste, mais non, ils font pas tout ça parce que des fois, quand ils vendent trop, ils se mettent de côté. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est comme ils flottent de côté, puis à la dernière minute, ils se mettent le nez par en avant, puis là, les roues touchent. Mais tout le long que la piste s'approche, tu es de côté, là, fait que tu regardes dans la fenêtre à droite, puis tu fais comme ouais, ça s'en vient, c'est fini. Là, mais là, moi, j'en ai vécu un, puis ça va m'avoir marqué pour toujours. Toi, ça doit être ton quotidien ou presque, là, ça n'a pas d'allure. Écoute, tu me comptes ça, là, puis dans le temps de Safari, il y avait je dirais dans peut-être dans les années 2010, ça avait donné un moment donné que je sortais de l'île, puis j'arrivais à Sainte-Anne-des-Monts. Le pilote était un peu cow-boy, ce pilote-là. Puis, mais on arrive à Sainte-Anne, puis c'est bouché, puis la communication était avec l'aéroport, puis bon, là, on est en train d'essayer de voir pour trouver une solution, un aéroport de dégagement, justement, pour aller s'asseoir en attendant que ça se dégage là, à Sainte-Anne. Finalement, un moment donné, il regarde ça, puis il se penche la tête, puis il dit « Oh, il dit, je pense que j'ai un trou. » Il m'a dit juste un trou. Là. Tu vois qu'il y a des maisons, mais c'est pas gros. Il a décroché, on a tourné en rond pour aller chercher le trou. On est arrivé au niveau de la piste. C'était pas beau. Mais tu sais, quand tu dis que tu descends en tire-bouchon, là, on est arrivé, honnêtement, c'était assez rock'n'roll. C'est spécial. Comme tu dis, là, c'est des occasions que moi, ça me dérange pas, là, mais c'est quand même spécial, tu t'en rappelles. Puis, oui. Ce qui était arrivé, je l'ai vécu aussi, arrivé aussi encore une fois à Sainte-Anne-des-Monts, puis ils vendent de côté un vent crosswind, là, que ça n'a pas de sens. Puis tout le long qu'on approche, moi, je suis à côté du hublot, mais j'ai la piste que je vois dans le hublot. On s'enligne. Puis à un moment donné, tu te dis, il va finir par te virer. C'est à toute fin. Ça fait 90 degrés, puis pouf, il atterrit. Mais c'est ça, c'est spécial. Moi, je suis moyennement courageux. Là. C'est pas mon moment préféré, mais ça va à peine pour se rendre là-bas. Ah oui. Ça n'avait pas d'allure. Mais cette journée-là, j'ai frenché un 10 points à Port-Meunier.
on avait amené des sacs de pommes, puis de carottes, puis d'affaires de même, parce que là, on voulait en donner aux chevreuils, tu sais. Puis ils venaient nous les chercher dans la bouche. Je vous dis, les gars, là, le rack était de même, là. Puis ils venaient me le chercher dans la bouche, là. J'en revenais pas. Puis là, on n'avait plus rien à lui donner, fait qu'on lui donnait nos jujubes. Je veux pas t'écœurer, Simon, mais tu sais qu'il y en a plusieurs qui le freinent, ce bot-là aussi. Ouais, mais tu sais, j'ai un passé, moi aussi, là. Je le juge pas, ce bot-là, là. Ah, Seigneur, ben oui, puis là, il est peut-être plus là maintenant, là, ça fait longtemps, là, mais ouais, j'imagine qu'il y en a plus qu'un qui se sont gâtés. Ah non, je pense que c'est un incontournable, ça pour Meunier, soit de donner de la nourriture à un chevreuil avec d'avoir ça entre les dents, puis que le chevreuil vienne la chercher, là. Donc je pense que ça fait partie. Oh, OK, c'est mon camp. Tiens, tu vas aller faire dodo, tu vas rejoindre maman. Ouais, OK. Papa, il est occupé. Papa, il va le voir tantôt. Ça, la gang, là, ça fait partie de la game. On en a toutes. Les trois chanceux, les 3000 sont déjà endormis. Les miens aussi. Ouais, toi aussi, hein? Toi, Jimmy, dormes-tu, les tiennes? En mettant la tête sur l'Orient. Bon, c'est parfait, ça. 2h30, moi, là. Je vais vous en compter un autre. En tout cas, il y a une madame qui nous héberge. Puis elle était tout fière de nous dire qu'elle donnait du pâté de foie de chevreuil sur des biscottes à ses chevreuils. puis là, on se regarde et on n'était pas sûr, tu sais, du pâté de foie de chevreuil, là. Elle dit, oui, là, c'est moi qui le fais, puis elle était tout fière, puis il était super bon, son pâté de foie de chevreuil d'ailleurs, mais elle en donnait au chevreuil à manger. Je ne savais pas que ça mangeait tout ça. Quand tu nourris un chevreuil au chevreuil, là. Oui, ça commence à être raide un peu, là. C'est ça. Hein? Fait que, on a parlé pas mal de l'équipement. Si tu as le goût, Max, là, j'aimerais ça te parler, mettons, de technique générale. Tu sais, là, on a pris l'avion, on a débarqué, on a mis nos sleepings la première nuit, puis là, c'est le premier matin, là. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Tu sais, comment on approche notre chasse, mettons? C'est... Ça, c'est un peu le but de mes interventions dans différents médias, que ce soit dans la revue 100% Chasse et Pêche, que ce soit mes écrits que j'ai faits dans un groupe là, qui s'appelle Anticosti Deer Hunter, puis mes lives dernièrement, c'est que pour moi, Anticosti, c'est quand même, pour chaque chasseur, c'est un montant qui est quand même important. Et j'essaie d'inculquer justement aux chasseurs qu'une préparation est possible de faire avant d'arriver sur place. Parce que c'était un peu... tu sais, Anticosti, il y avait une espèce d'aura de facilité par le passé. On a tout entendu des histoires des chasseurs dans le temps. Tu étais dans le bois du pick-up, puis ça voyait des bocs, ça tapait sa boîte, il y a des bocs partout. Tu choisis tes chevreuils. Cette espèce d'aura-là a quand même poursuivi dans le temps. Mais il reste qu'on a connu quand même certaines fluctuations de population. L'état de la population, c'est différent des débuts des années 80, des années 90. Ouais. Mais il y a encore de super de belles chasses à faire, mais il y a une préparation. Puis j'essaie d'inculquer comme quoi qu'on doit plus chasser par hasard comme beaucoup de chasseurs par le passé ont fait. Donc, les écrits sont principalement pour ça. Mais cette espèce de préparation-là avant d'arriver sur place. Puis, une fois sur place, tes différents scénarios, les différentes possibilités sont déjà déterminées. Donc, tu arrives le matin. La première chose qui va être importante à faire, ça va être de valider le vent. Ça va être de valider le vent parce qu'on va chasser vent de côté ou vent de face. Okay. On doit se donner des chances, surtout en milieu boisé, où ça va être une chasse de plus de proximité à cause de la visibilité qui est réduite justement là, dans les secteurs là, forestiers.
Oubliez là, les ouvertures d'érablières comme qu'on peut connaître à certains endroits. Là, ouais, non, c'est ça. Là. On verra pas ça. Là. non, quand tu vas voir 2-3 érables dans ta journée, ça va être pas mal ça. Là, mais tu n'auras pas de dégagement oculaire comme qu'on va avoir justement dans plusieurs régions là, du Québec. Là. Donc, c'est une chasse de proximité. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, pour la planification de ces journées, puis la planification des scénarios de chasse avant le séjour. Là. C'est ça. Donc, le vent va être très important. Puis, c'est au point important où on sait qu'Anticosti est quand même un milieu qui est éloigné. Dans certains secteurs, on peut capter du réseau cellulaire, mais ce n'est pas la norme. C'est pas la norme. Donc, ça va être important quand vous arrivez à Port-Meunier. Il y a une tour cellulaire qui est installée depuis 2 ans qui couvre le village et je pense que c'est un rayon d'à peu près 17 km. Okay. Donc, c'est important ça va être votre dernier, moment assuré de pouvoir sortir la météo pour votre séjour, des 4-5 prochains jours qui s'en viennent. Ouais. C'est sûr que la météo peut être changeante, mais il reste que vous pouvez quand même vous baser à un certain point sur ces prévisions-là pour les journées qui s'en viennent. Donc, vous prenez des captures d'écran sur votre téléphone, ça fait que vous pouvez vous référer de jour en jour. Ouais. Mais il reste que le matin, première chose à faire, c'est d'essayer de se trouver un endroit qui est dégagé, que ça va être sur le bord d'un lac, que ça va être dans le chemin, sur le bord d'une plaine, puis de confirmer le vent que c'est bien ce que vous aviez comme prévision, parce que le vent peut être changeant, ça se peut que finalement, il était prévu, mettons, je ne sais pas moi, sud-ouest, mais finalement, il est franc-sud. Bien, ça peut changer certains choix là, de secteur là, ou de sentiers là, que vous allez prendre. Okay. Donc, première affaire, ça va être de valider le vent le matin. Et ensuite, ça va être aussi la météo générale. Donc, si c'est une journée de pluie, une pluie faible, on n'a pas à se préoccuper. Justement, c'est ça d'aller, mettons, dans un... C'est ça. S'il ne mouille pas, on y va, là. Oui, c'est ça. Peu importe, qu'il mouille fort ou qu'il mouille d'une petite pluie faible. Juste que l'endroit va changer, le type de terrain va changer si, mettons, il mouille plus fort. Là. On va aller plus dans des forêts un peu plus denses. Puis si c'est une pluie légère, ben, on va peut-être aller plus dans des ouvertures. Puis c'est sûr que s'il fait beau, ben oui, encore là, on va préconiser les ouvertures. Donc, disons, au niveau de l'élément de la météo, ben, ça va déjà vous dicter dans quel genre d'habitat, dans quel secteur que vous allez axer votre chasse là, pour la journée. Là. OK. Ensuite de ça, je vous dirais un item que j'ai parlé dernièrement, mon dernier article là, qui a sorti dans 100% chasse et pêche, c'est au niveau des bonnes périodes. Les bonnes périodes de chasse, j'en parle dans cet article-là et mon explication est que les chevreuils vont être en mode alimentation à des périodes précises dans la journée. Mais en dehors de ces périodes-là, il y a très peu d'activité. Il va en avoir un peu d'activité dans certains secteurs, mais très peu parce que les chevreuils sont en mode rumination. Ouais, exact. On cherchera pas un chevreuil debout dans des sites d'alimentation. On va les chercher dans des sites où il y a un potentiel de les trouver couchés. Fait que, une forêt plus dense. Là, on va aller dans quelque chose de plus dense pour la protection. C'est ça, exactement. Donc, selon les bonnes périodes, si tu es dans une bonne période, ben, cherche-le dans un endroit où il y a un site alimentaire, où tu peux retrouver des chevreuils en action, en train de manger. Mais si tu es en dehors de cette période-là, ben, ces endroits-là vont souvent être désert. Puis, le chasseur va arriver, finalement, je n'ai rien vu, ça ne vaut pas de la chenoute, ce secteur-là, ce train-là, il n'y avait rien. Mais c'est juste parce que tu n'étais peut-être pas nécessairement dans une bonne période. Donc, tu viens axer ta progression selon le mode que le chevreuil est rendu. Puis, ces périodes d'activité-là sont souvent
courte dans une journée. Un chevreuil est beaucoup plus longtemps couché qu'il va l'être debout. Donc, ça va changer énormément une journée si tu te bases sur les bonnes périodes pour être dans les bons endroits d'alimentation, plutôt que de passer ces bons endroits-là dans des périodes où le chevreuil est couché et non présent dans ces zones-là. Pour moi, ça, c'était l'espèce de conclusion, mettons, l'item qui restait expliqué aux chasseurs afin de baser leur chasse. C'est sûr que c'est beaucoup d'informations pour un néophyte. Il nous reste du temps en masse avant que la saison commence. C'est ça, c'est d'assimiler c'est quoi un bon terrain d'alimentation, comment on peut le retrouver. Puis après ça, tu ajoutes les bonnes périodes. Puis tu es capable de planifier ta journée déjà à l'avance. Puis il reste après ça, juste une fois que tu arrives sur le terrain, tu valides ton vent. Tu peux dire, c'est bon, aujourd'hui, je vais prendre ce trail-là, je vais prendre ce rythme-là pour me rendre à ces endroits-là, à ces heures-là, parce que je suspecte que ces endroits-là sont des sites d'alimentation. Donc, tu vas peut-être à partir avec un pas plus rapide, mettons, pour ce type de journée-là, parce que tu veux arriver, mettons, tu as peut-être un 2 km à faire en partant, puis tu sais que la bonne période est quand même assez tôt le matin, fait que tu vas marcher un bon pas, puis tu vas te rendre là, puis tu vas ralentir ton rythme rendu dans ton site d'alimentation parce que tu es dans la bonne période, puis tu veux couvrir ton terrain tranquillement pour essayer de favoriser les rencontres. Là. Puis les bonnes périodes d'alimentation, là, c'est un petit peu comme le reste des chevreuils au Québec, là. C'est le matin et puis en fin de journée. Ou est-ce que c'est différent un peu? En tout cas, si la beauté de la chose, c'est un terrain qui est beaucoup plus sauvage. Puis, c'est l'espèce de... Les bonnes périodes, c'est basé sur les tables solinaires. Les tables solinaires, c'est vieux comme le monde. Écoute, moi, je me semble, quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, je regardais les revues de chasse qu'on avait, qui étaient disponibles. On les voyait, ces tables solinaires-là, qui sont souvent rattachées à des bonnes périodes pour la pêche. Mais ça reste qu'il y a quand même... On a ça dans les GPS, là. On en a aussi dans les GPS. Ce que je reproche un peu aux tables solinaires, comme qu'on peut retrouver dans nos GPS, c'est qu'il y a tellement de variables avec des différents calculs au niveau de la position de la Lune que je trouve que ça vient difficile de se retrouver. Puis moi, ce que je voulais parler, c'est d'arriver avec une fonction qui est simple à comprendre, qui coûte le moins cher possible et que les gens n'aient pas à se poser de questions. Puis j'ai été capable de trouver les applications que je voulais pour expliquer ça. Puis les tables solinaires, malheureusement, comme dans une revue, c'est que c'est rattaché à une position, à un point géographique. Puis est-ce que c'est Montréal? Est-ce que c'est Québec? C'est-tu la ville de New York? Parce que c'est basé sur la Lune. Puis la Lune ne se lèvera pas, ne se couchera pas aux mêmes heures, jour après jour. C'est basé sur un cycle d'environ 28 jours. Donc, la Lune va se lever environ une demi-heure de différence avec la position de Québec versus par rapport à ce que, mettons, un point Anticosti. Donc, le lieu a une influence. Puis les tables solinaires qui nous sont offertes, à part pour le GPS, parce que le GPS, si tu es sur place, tu vas avoir ta position géographique. Les bonnes heures vont être les bonnes. Ouais. Mais tu vas prendre des bonnes heures dans une revue, tu ne sais pas c'est quoi le point de référence. Fait que ça, pour moi, ça revêt son importance là, à ce niveau-là. OK. Mais, c'est un beau méli-mélo. Mais je trouve ça le fun, là. Ça peut paraître très complexe à tout mettre ça ensemble, mais c'est de prendre un point à la fois. Puis, comme je vous dis, il reste encore bien des mois avant de se présenter à l'île. Ah oui. Puis moi, je vais avoir une petite question par rapport à ça, en fait, parce que, tu sais, nous, on a un territoire, je pense, d'à peu près 80 km². J'approximative un petit peu, là, mais ça reste que je ne le connais pas, le territoire. Tu sais, c'est beau de dire les points d'alimentation, tout ça, mais comment je peux me préparer à mon territoire, puis où je peux d'avance me dire, tu sais, j'arriverai pas la journée même, puis je ferai pas un tour de pick-up partout sur le territoire pour dire c'est là, ou c'est de même que ça fonctionne, là?
Bien, la première journée, la journée d'arrivée, il n'y a pas de chasse. C'est un peu comme dans les autres secteurs, mettons comme la chasse à l'orignal, ailleurs dans d'autres réserves. Je pense que des fois, la première journée, tu n'as pas le droit de chasser. Donc, ça te permet de faire une espèce de prospection. OK. Vous avez quand même la chance d'avoir un terrain qui est quand même pas si loin que ça de Port-Meunier. Donc, si vous arrivez quand même de bonne heure, puis là, on parle du mois de septembre, les journées sont quand même encore assez longues. Fait que vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire à Port-Meunier, aller à l'épicerie, aller chercher vos permis, les cartes. Puis vous devrez être en mesure d'arriver quand même de clarté à votre camp, à votre territoire, à juste vérifier les carabines. Puis ça vous permet aussi de faire un petit tour rapidement sur le terrain, prendre connaissance un peu et de confirmer certaines interrogations quand c'est un terrain qui est complètement nouveau. Là. C'est sûr que vous ne pourrez pas couvrir le terrain au complet, mais il reste que à la base, on a quand même des outils, on a quand même plusieurs outils qui sont disponibles afin de faire une prospection avant d'arriver sur le terrain. Puis tu vas, on pense aux cartes, la CEPAC, des cartes Avenza que la CEPAC fournit sur le site là, de la CEPAC Anticosti. Vous avez des cartes des secteurs. On a sur ces cartes-là, on est capable de voir les plaines, vraiment ceux qui sont plus de type tourbière. Souvent, elles vont être d'une couleur blanche. Tu vas avoir les plaines plus arbustives avec beaucoup. C'est un milieu humide, mais avec beaucoup de petits arbres de différentes densités. Eux autres vont être une espèce de vert pâle. Fait que même s'ils sont identifiés sous forme de plaine ailleurs, mais quand tu vois ça sur les cartes Amenza d'Anticosti, de CEPAC Anticosti, tu dis, oh, OK, regarde, ce terrain-là, il n'est pas aussi ouvert que certains peuvent le prétendre. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est plus ou moins habitué ne va pas se lancer dans ce type de terrain-là. Ouais. Puis après ça, ben, on a les perturbations autant naturelles qu'humaines. On va souvent les retrouver sur une coloration qui est une espèce de rose. Ces perturbations-là, on va parler des chablis, des secteurs où toutes les arbres ont tombé. Ça va créer une zone d'enchevêtrement. Ça crée une zone de lumière aussi qui amène des nouvelles plantes. Pour ceux qui recherchent la lumière. Donc, ça peut être des endroits d'intérêt pour la nourriture. Et ces zones roses-là, dans certains cas, ça va être des coupes forestières. Donc, on va avoir des coupes forestières qui datent de plusieurs années, vont souvent être représentées en rose. Donc, on sait que ces zones-là, s'il y a de la repousse, mais une repousse qui va être souvent très dense, va créer des effets de clôture parce que ça va être tellement dense qu'il n'y aura pas d'intérêt pour le chevreuil d'être dans ces secteurs-là. Okay. Difficile d'accès. Difficile d'accès, puis peut-être pas nécessairement de l'intérêt, parce que c'est des arbres qui ne sont pas si hauts. C'est très dense, difficile à se promener au travers. Ils n'ont pas de couvert. Il n'y a pas un couvert contre la température chaude. Puis souvent, c'est un peu comme une espèce de monoculture quand c'est à faible étage, mettons un faible étage, tu n'as pas de nourriture, tu n'as pas de plantes, d'une diversité dans ces secteurs-là, donc ça n'attire pas vraiment les chevreuils non plus. C'est bon pour chasser le lièvre. Là. Fait que ça résume pas mal. Là. Ouais, on va pas là pour ça. Là. C'est ça, non, ça fait des voyages chers un peu pour chasser le lièvre. Puis je vais avoir aussi une sous-question par rapport à ça. On chasse seul ou on se met comme en groupe de 2? Là, puis tu comprends le principe que ça se pourrait qu'on aille à marcher, qu'on aille à se déplacer. Le pick-up, il y en a juste un pour les 4. Je comprends qu'on se détient. Est-ce qu'on est mieux de se retrouver à 2 pour une plus grande facilité si on doit après ça ramener le chevreuil ou n'importe comment ça fonctionne, là, mais où on part chacun de notre bord, puis on agrandit, on va dire, la superficie qu'on pourrait couvrir? Je te dirais là-dessus, même si vous avez un secteur sans guide, vous avez quand même un VTT à votre disposition. C'est sûr que je vais recommander... on a un pick-up, je pense, nous autres. Vous avez le camion, mais vous avez un VTT qui est fourni aussi. Oui, OK. Mon Dieu, vous avez un VTT qui est fourni. Donc, à ce moment-là, je suggère souvent si vous avez le VTT, partez 2 personnes. Puis souvent, allez dans les secteurs un peu plus éloignés. Si on a un secteur qui est les trails, il y a eu beaucoup de bûchers au début, c'est des zones roses, il y a beaucoup de
de terrain qui est peu propice pour voir chevreuil, mais si tu prends le VTT, tu skips ce bout-là, puis tu t'en vas, mettons, dans soit des plaines un peu plus loin ou des secteurs de densité C ou D, des endroits qui sont un peu plus dégagés dans le bois, qui sont moins denses. Fait que tu vas aller chasser ces secteurs-là, puis tu pars d'eux, puis tu es capable de te splitter, mettons, à certains endroits, puis de partager le terrain. Fait que c'est sûr qu'en étant deux, ben, à un moment donné, tu viens entendre, si l'autre vient attirer, ben, vous êtes deux personnes pour sortir les bêtes. Vous êtes deux à profiter des terrains plus éloignés, parce que si, tu sais, de couvrir 2-3 km en VTT versus couvrir ces 2-3 km-là à pied, ça va prendre, le temps va changer aussi, puis de revenir après ça à pied. Fait que, tu sais, vous avez tout à gagner de partir deux sur le VTT. Limite, tu as déjà des sacs des sacs de vidange parce que tu as mis ton linge dans des sacs de vidange pour amener ton stock. Mais écoute, ton sac de vidange, tu mets un manteau, je ne devrais pas dire ça, là, un oreiller, là, mais prenez soin des oreillers là, de ces packs. Là, mais tu mets ça sur le rack en arrière du VTT, ça te permet de voyager quand même. Voyager quand même à un certain confort là, pour le deuxième, là, celui qui ne sera pas assis là, sur le siège. Là. Fait que, couvrir, mettons, là, ça vous permet de partir deux. Puis après ça, ben, c'est tellement du cas par cas. Parce que c'est sûr que si vous chassez dans un secteur boisé, d'avoir deux personnes, un en arrière de l'autre, parce que vous coupez un peu les chances mettons, de prélèvement. C'est sûr que si tu es dans un endroit qui est très ouvert, oui, partez deux, puis vous allez, un moment donné, tu peux dire, OK, regarde, moi je pars là, je m'en vais dans cette plaine-là, l'autre s'en va là, on se retrouve, mettons, on revient à trail, je ne sais pas, à 11h15, fait que, vous donnez un point de rencontre, puis vous couvrez du terrain, puis de pouvoir vous aider là, mutuellement à ce moment-là, s'il y en a un qui tire. Donc, c'est ça, c'est pas nécessairement de partir deux par deux, mais si le terrain le permet, ben oui, je pense que ça vaut la peine justement là, de le faire. Puis ça simplifie aussi le retour, le fait d'être déjà, mettons, si vous êtes déjà deux, mais c'est pas une autre personne que tu dois aller chercher plus loin. C'est ça. Question de logistique, c'est ça. Ça te permet d'avoir une certaine simplicité aussi là, pour récupérer les chasseurs puis les bêtes, là, soit en milieu de journée ou en fin de journée. Là. T'as pas un gars obligatoirement qui est obligé de faire la run de lait avec le pick-up et aller chercher tout le monde. Ça dépend des gens. Ça arrive des fois qu'on va avoir des chasseurs qu'il y en a qui, pour que ce soit une raison médicale, qui vont marcher moins. Avec eux autres, ils vont faire une petite plaine. Ils vont faire une petite trail, là, 1 km, 1,5 km. Pour eux autres, ça va être en masse. Puis après ça, ils gardent le truck, patrouille en camion. C'est sûr que dans certains cas, c'est sûr que des chasseurs, que c'est ce qu'ils peuvent faire. Fait c'est sûr qu'on on s'adapte. C'est ça, en plein ça. C'est tout le temps du cas par cas, puis selon conditions physiques des chasseurs, puis du temps de l'année. C'est sûr qu'au mois d'octobre, je suggère d'aller plus loin que sur les bords de route, parce que les prélèvements ont quand même fait leur effet sur le bord de route. Fait qu'à un moment donné, si tu veux avoir des chevreuils intéressants qui correspondent à ce que tu espères récolter, il faut aller une petite affaire plus loin dans ces périodes-là. Là. Ouais. J'avais une question, moi. J'ai vu ça passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Le monde, il disait, quand tu vas en Anticosti, le premier que tu vois, tu le récoltes. Et après ça, tu essaies mettons, tes 14 journées pour te récolter un plus gros panache, là, un trophée, si on veut. C'est une philosophie que tu trouves qu'il y a de l'allure, ça, ou? Je te dirais, ça peut dépendre des périodes. C'est sûr que quelqu'un qui arrive en début de saison, première semaine de septembre, il y a du chevreuil partout dans les ouvertures. Je te dirais, c'est mieux d'être un peu plus patient. C'est sûr qu'un secteur boisé te donne moins de potentiel en fait visuel parce que c'est plus restreint. Dans un milieu boisé, le chevreuil va être à 400 pieds. Il y a de fortes chances que tu ne le vois pas. Tu arrives dans des secteurs plus, mettons,
plus en plaine, ben 400 pieds, c'est pas un trouble. Là. Je suis capable de le voir à 1 kilomètre, le chevreuil, s'il y en a 1 kilomètre. Tu sais, c'est sûr que ça va dépendre de ton terrain. Donc, c'est sûr qu'un nouveau chasseur a tout le temps peut avoir cette problématique-là. Quels vont être mes meilleurs choix vu qu'il ne connaît pas la réalité d'Anticosti? Est-ce que je dois prélever un chevreuil rapidement afin d'assurer ma chasse ou si je peux me permettre d'attendre un peu plus? Je dirais, si vous êtes dans les 3 premières semaines de septembre, prenez le temps de choisir vos chevreuils. C'est la dernière de septembre. La dernière de septembre, on commence à aller plus vers un comportement du mois d'octobre. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que si vous voyez un buck de 2 ans et demi, un petit standard, un 6 points, ben oui, ça vous peut-être permettre de chasser par la suite de manière plus légère puis avec plus d'assurance. Puis ça dépend beaucoup de chaque chasseur aussi. Il y en a qui vont être capables de composer avec la pression de ne pas récolter dans les premiers jours. Donc, c'est ça. Ça y va. C'est vraiment, là, mettons, début septembre, prenez le temps. Puis la période, mettons, à partir du 7 novembre jusqu'à la fin, prenez le temps aussi. Dans la période septembre jusqu'au début novembre, à ce moment-là, profitez de vos occasions. Puis souvent, je vais recommander aux chasseurs, plutôt que de tirer un spike, parce que souvent, les spikes, c'est pas des gros chevreuils. Puis pour moi, je préfère un chasseur qui va tirer une femelle. Puis c'est vraiment mon opinion. Là, je la partage. Ouais. Les spikes, habituellement, là, c'est rare. Là, on voit pas beaucoup de cornes de spikes embarquées sous l'avion. Donc, tant qu'à tirer juste 2 petites cornes avec un chevreuil de faible gabarit, puis les cornes se ramassent à don, ben, pour mon dire, ramasse donc une femelle, ça permet d'équilibrer aussi au niveau des terrains. Puis de garder les plus jeunes pour des années subséquentes s'ils réussissent à passer là, à travers là, les groupes. Là. Donc, une belle femelle là, va être pas mal plus grosse qu'un spike. Là. Ah, ben oui. Ben oui. C'est ça. La logistique de comment est-ce qu'on doit prélever les chevreuils. Pour vous donner une idée, l'année passée, la première journée de chasse que j'ai faite, mon chasseur, on a laissé passer 4 bocs. 4 bocs d'à peu près, c'était des 4 points, puis de 4 à 7 points. 15 à 16 pouces, on en a laissé passer 4 avant de tirer un super de beau boc qui faisait un peu plus que 18 pouces avec une drop pin. Puis après ça, on est revenu, on a laissé. Avec ce boc-là qu'on a tiré, il y avait un autre très, très beau boc. Puis en revenant, on a passé un très gros 7 points qui était couché. Un boc que j'avais vu un petit peu plus tôt, mais que quand j'ai vu l'autre avec la drop pin, on s'est aligné sur lui. Ouais. Au total, là, quand on a mis le deuxième chevreuil à terre, il était 8h30 le matin. Ça, c'est le premier matin de chasse que j'ai fait. Là. Puis je me suis rendu. On a vu 10 bocs. À 8h30, on a vu 10 bocs, puis on en a récolté 2 là-dedans, puis 2 très beaux bocs. Donc, tu sais, c'est pas tout le temps de même, mais il reste que début septembre peut vous donner ce type de journée-là. Puis, tu sais, juste de dire que début septembre, il y a de fortes chances que vous voyez alentour de 3 à 5 bocs par jour. Fait que vous donnez une idée. Fait que, mais sauf que plus on avance dans le temps, un moment donné qui va arriver, fin septembre, tu vas avoir une bonne journée, ça va être mettons, tu vas avoir 2 bocs, mais tu vas peut-être avoir un 4 points puis un 6 points standard. Ça ne sera pas toutes des 8 points, là. Fait que, c'est ça. Puis ça dépend après ça, comme tu dis, de comment une personne peut composer avec la pression de chasse. Moi, c'est sûr que je te dirais que moi, à cette heure, ça ne m'affecte plus du tout. Juste avec TFCP, quand on a été faire le tournage là, du 21 au 26 novembre, j'ai tiré. J'ai laissé un tag. J'ai laissé un tag à Jason là, on faisait des films à l'arc. Puis je voulais avoir des images à l'arc, quelque chose qui n'avait jamais été fait par le passé. Puis j'ai laissé un de mes tags à Jason pour qu'il puisse avoir un film de plus à l'arc. Puis moi, mon boc, je l'ai tiré le soir. Il restait à peu près 10 minutes la 3e journée. La 3e journée de chasse, l'avant-dernière. Je m'alignais pour prélever mon premier chevreuil la 4e journée. Mais tu vois, c'est ça.
À la limite, je serais parti avec 2 femelles. C'était soit des gros bocs ou des femelles. C'était ça mon objectif. Fait que, mais toi, t'es ailleurs que nous autres, là. ben, c'est rendu que je peux dire que j'ai atteint une espèce de zénitude avec cette pression de chasse-là parce que je le vis avec des chasseurs. Puis pour moi, j'ai tout le temps cette espèce de confiance-là que je vais réussir à sortir de quoi. C'est sûr que ça ne sera pas toujours des bocs immenses, ça ne sera pas des bocs d'une vie. On réussit à sortir son épingle du jeu assez souvent. L'île permet d'avoir plusieurs chances dans une journée habituellement. Mais c'est ça. Donc, le fait que je sois capable d'attendre, ça fait quand même pas loin de 20 ans. Là, j'approche le 20 ans là, de présence à l'île. Donc, c'est ça. On a appris à gérer ça. C'est une belle richesse, ce que tu as gagné avec le temps, si tu veux. Là. Je trouve ça le fun. Là, c'est un beau privilège. Je l'apprécie à chaque moment. Ouais. Puis, l'année passée, j'avais pas pu le faire il y a 2 ans quand j'ai recommencé à guider, mais je l'ai fait l'année passée. Je me suis présenté, je me suis arrangé avec mon boss pour préparer mon terrain. J'ai rentré là le 5 juillet. Du 5 juillet au 14, j'ai travaillé mes trades, j'ai fait des ponts, déplacé quelques caches. J'étais dans une période là, qui était, à l'île, t'as une période, tu commences avec une période de mouche noire. Après ça, tu as une période de moustiques. Okay. Les deux peuvent te chevaucher. Pour un beau moment. Ouais, ben, puis, tu sais, il va en avoir, mais, tu sais, c'est moins pire, je te dirais, c'est moins pire que d'être, mettons, dans le nord du Lac-Saint-Jean, là. Ouais, j'imagine. Après cette période-là, tu as la période des mouches à chevreuil, ceux qui ont le derrière vert. Puis, après cette période-là, ce qu'on ne vit pas beaucoup au Québec, c'est une période de thon à cheval. Tu sais, les grosses, là. Ouais, celles qui partent avec un bras, là. Écoute, quand j'étais là, dans cette période-là, du 5 juillet au 14, j'étais dans la période fin mouche à chevreuil, en plein des thons à cheval. J'avais à peu près, des fois je regardais ça, j'avais peut-être, je sais pas, une dizaine de mouchoirs qui viraient autour, j'avais peut-être un 5-6 maringouins, mais j'avais peut-être une quinzaine de mouches à chevreuil, puis eux autres, ils viennent tout le temps te piquer dans le trou de la casquette en arrière. Fait que tu viens de te plein, c'est ça, t'as plein de mouches à chevreuil écrasées dans les cheveux. Mais les thons à cheval, j'aurais dû filmer ça parce que c'était impressionnant. La chaleur du VTT, là, quand je me déplaçais, là, une année, je regardais ça, puis j'en évaluais à peu près entre 60 et 70 tons à cheval qui tournaient autour. Mais il reste que, malgré, c'est gossant, là, si tu te fais mordre par un ton à cheval, tu lâches tout, tu as une chaîne de ça dans les mains, tu la garoches à terre, là, ça te ramasse du solide, mais pour moi, malgré ça, juste le fait d'être à l'île, pour moi, c'était le bonheur. C'était pas de la job. J'avais vraiment du plaisir, même si je suis sorti la face rouge comme un homard avec des journées de soleil, trempé de sueur, puis de crème Watkin, mais pour moi, c'était le bonheur quand même. Là. Fait que, oui, l'île, en tout temps, la chasse, c'est une chose, mais la préparation aussi, c'est tellement une place qui est magnifique. C'est ça. Tu oublies les désavantages, les désagréments. Oui, c'est beau. Les gars, vous allez triper. Là. Moi, j'étais allé 2-3 fois, puis, mais j'ai pas eu la chance d'aller me promener dans le bois puis de profiter de la nature, si tu veux. Là. Fait que j'ai bien hâte de... on va te faire. Là, tu as parlé de TFCP. Puis, moi, je suis un grand fan d'eux autres. Ils le savent, je les ai déjà dit. Mais j'ai vu quelque chose dans un de leurs les vidéos qu'ils font, là, les soirées de chasse. Là. Je ne sais pas si c'était toi, mais j'ai vu un guide qui sort une guenille blanche puis qui la fait aller de même. C'est-tu comme la queue d'un whitetail, tu sais? C'est une technique que tu utilises? C'est-tu plus en temps brut? Parce que je vais être franc, là, je ferais pas ça à la chasse dans le coin au chevreuil. Là. Je suis pas sûr que c'est bon. Là, je vais me faire tirer dessus, là, mais. Ben, oui, Simon, si c'est tu parles, mettons, des films de cette année.
En réalité, moi, j'étais comme un membre du groupe. Puis on avait mon partner, François Nicolas, avec qui j'ai guidé là, le mois de septembre puis le début octobre. C'était notre guide attitré. Fait que François Nicolas a utilisé, mais puis c'est sûr que moi, je l'utilise énormément, cette méthode-là. Ça s'est parlé, ça fait quand même plusieurs années que cette technique-là est utilisée. J'ai peut-être faciliter un peu plus les démonstrations de l'utilisation de cette technique-là avec les différents médias qui a été mis à ma disposition. Oui, c'était connu. C'est un truc qui date de très longtemps. Je pourrais pas dire qui a initié ce truc-là parce que ça date là, sûrement des années 90. Moi, j'en ai beaucoup parlé. Plusieurs chasseurs le connaissaient déjà. Moi, j'ai eu la chance ce truc-là m'a été partagé par mon collègue là, avec qui j'ai guidé là, pendant plusieurs années là, à Aquila, là, avec Gino, là, Gino qui est un de mes bons chums. J'ai eu plusieurs de ses conseils à mes tout débuts. Fait que c'est lui qui m'a partagé un peu cette technique-là qui était très utilisée là, à l'île. Principalement, on va l'utiliser au mois de novembre pour attirer les mâles. J'ai dans mon live que j'ai fait mardi cette semaine, justement, j'en ai quand même parlé assez longuement au niveau d'utilisation, dans quel cas qu'on peut l'utiliser. Même dans certains cas, depuis 2 ans, je l'utilise aussi au mois de septembre. C'était pas une chose que je faisais beaucoup par le passé. Puis j'ai trouvé comme une espèce d'application que je peux l'utiliser dans certains cas. Je vais l'utiliser dans le cas que, mettons là, c'est sûr qu'on chasse principalement les bocs, mais je vais l'utiliser pour sécuriser un chevreuil qui nous a déjà en visuel, mais que mon chasseur n'est pas à l'aise pour faire le tir à cette distance-là. Je peux avoir un chasseur qui va être à l'aise à tirer à peu près, mettons, à 400 pieds, mais si le chevreuil est à 600 pieds, ben, je vais utiliser le Scott Towel ou la queue de chevreuil pour essayer de faire une approche, malgré que le chevreuil nous voit déjà. Fait que ça me permet d'atteindre une distance qui est plus raisonnable pour mon chasseur. Là. OK. Je trouvais ça assez fantastique comme idée. Là. C'est écœurant. Et je dois te dire, Simon, que lorsque j'étais relativement jeune, j'ai quand même fait des expériences. Là. Moi, je suis originaire des cantons de l'Est. Oui. On va avoir un petit temps de plus. Là, pour... oui, c'est bien correct. Salut, petit homme. Mais c'est ça, j'ai originaire des cantons de l'Est, là, dans le coin de Bedford-Farnham. Et je devais avoir peut-être, je ne sais pas moi, 14-15 ans. Et chevreuil pour moi, c'était ma vie aussi. Là. C'était là, le plus souvent dans le bois, la prospection. Puis j'avais repéré juste en face de la maison chez nous, il y avait un champ, puis il y avait, je pense que c'est ça, il y avait 2 petits bocs et une femelle. Et j'ai fait cette technique-là avec une guenille. J'ai ramassé une guenille dans le garde-robe, puis j'ai été capable d'approcher ces 2 jeunes bocs-là, des bocs de 2 ans et demi. J'ai été rendu à une distance de moins de 100 pieds de ces 3 chevreuils-là, puis il y avait ces 2 bocs-là. Ça m'a pris énormément de temps, mais tu sais, oui, Anticosti, chevreuil est quand même relativement curieux. Plus curieux qu'ailleurs au continent. Fait que la technique est propice à être utilisée dans ce secteur-là, mais c'est quand même quelque chose que pour moi, il reste possible de l'utiliser ailleurs au Québec, mais on n'ose pas parce que les opportunités de tir ailleurs au Québec ne sont pas comparables à ce que nous, on peut avoir à l'île. Donc, on a tout à une espèce de retenue en tant que telle au niveau là, de nos actions là, ailleurs au Québec parce qu'on ne veut pas perdre ces chances-là de récolte. Oui, absolument. Mais moi, je m'achète une petite débarbouillette blanche juste pour si ça vient en pack de 4, les gars, je m'achète tout un. Mais Simon, moi, je te dirais, l'item pour moi, à mon avis, qui est l'idéal, ça reste les Scott Towel. Parce que les Scott Towel, souvent, je vais entraîner à peu près 7 à 10 avec moi. Ouais. Tu vas avoir, mettons, tes jumelles vont être sales ou
les miennes, naturellement, sont assez protégées, là, mais tu vas pouvoir essuyer tes jumelles. Le télescope du chasseur est sale, tu essuies le télescope. Après ça, tu as besoin de te moucher, tu peux te moucher. Puis si tu as besoin d'aller. D'autres choses aussi. Hein? C'est ça, si tu as un numéro 2, tu as été pogné, ben écoute, t'es pas pris au dépourvu. Puis ça va te servir à faire attirer chevreuil. Puis habituellement, je te conseille de finir par le numéro 2, puis pas commencer par cette étape-là. Là. Je le note. Ben oui, c'est une bonne idée. Ben oui. Mais les Scott Towel, honnêtement, là, pour moi, c'est l'item qui idéal. J'en parlais tantôt, j'essaie d'être minimaliste dans mon équipement, mais c'est une chose, là, parce que autrefois, je traînais une queue de chevreuil avec moi, des vrais queues de chevreuil qu'on récupérait, ces chevreuils sur les bêtes abattues, mais à longue, je me suis rendu compte que je traînais un item pour moi qui était superflu, qui était trop. Puis le Scott Towel, honnêtement, était beaucoup plus utile avec les différents usages là, que je pouvais en faire. Donc, c'est ça. Les Scott Towel, pour moi, là, c'est. Pour moi, j'ai trouvé dans cet item-là tout ce que je pouvais. Plusieurs utilités, c'est bon. En plein ça, ouais. Ça, c'est 20 ans d'expérience de guidage. Ça paraît. Écoute, je ne sais pas si... on est tout le temps à continuer l'évolution au niveau de nos pensées, de nos techniques puis de l'équipement. Mais disons, on essaie de se simplifier là, avec les années. Oui. Les gars, aviez-vous d'autres questions? Ben, je pense pas que ça s'applique, là, mais au niveau des équipements, j'ai comme flashé à ça. Tu as parlé de mouche, de maringouin, un filet pour se mettre sur la tête. Mais septembre, il n'y en a pas tant. Je pense pas que ça soit applicable. Là. Ben, on peut arriver dans certaines périodes où on va avoir encore des petites mouches noires. Puis souvent, c'est pas au début septembre, ça va être un petit peu plus tard. Mais moi, honnêtement, je ne l'ai jamais vécu de manière trop désagréable puis trop intense pour que je me traîne de la crème à mouche ou un net. Ça ne sera pas comme à la chasse à l'ours. Ce n'est pas comme à la chasse à l'ours où c'est vraiment un impératif d'avoir cet item-là. Je ne crois pas que c'est nécessaire de le traîner. Puis, à la limite, si jamais vous craignez, vous êtes peut-être aussi bien de traîner un peu de crème Watkins. Il y en a des tout petits tubes, puis même à l'accommodeur Malouin, qui est l'espèce de quincaillerie de dépanneur qui est à Pont-Meunier. On peut, absolument, il y en a. Là, fait que, à la limite, vous pouvez en acheter là avant votre départ pour votre secteur. Ça peut vous assurer de ne pas vous faire importuner là, par les mouches noires là, si jamais c'est présent là, pendant votre séjour. OK, c'est bon. Vincent, avais-tu d'autres choses? Écoute, non. Je te dirais que oui, mais en même temps, non, pas trop de questions. Là, je pense que ça va venir. De toute façon, les gars, on va finir par s'asseoir une couple de fois ensemble pour se préparer. Là, je pense que la préparation est importante. Fait que... Oui. Puis, un des devoirs qu'on va avoir à faire, c'est de se clencher toutes les vidéos que Max a faites. Vous allez sur sa page, là, Maxime Dubé sur Facebook. Vous allez les trouver. Puis, moi, je vais toutes les écouter. On va toutes les écouter. Puis on va partir prêt. Puis... Ouais. Je pense que à date, j'ai 4 lives de fait. J'ai passé par Facebook parce que c'est pas un médium que je maîtrise encore beaucoup là, par les différentes plateformes. Fait que j'ai été par le plus simple. Ceux par Facebook là, sont rejoignables directement sur ma page personnelle. Et c'est sûr que l'inconvénient, c'est qu'ils sont disponibles 30 jours seulement. Là. Comme c'est sûr, comme mon premier, là, il va sûrement être sur le bord de disparaître bientôt. Là. On va se dépêcher. Mais tu sais, j'ai été comme le premier live que j'ai fait, j'ai été d'une manière à répondre à certaines questions. J'avais posé la question à ceux qui avaient écrit là, quel genre de sujet qui vous intéresserait. Ouais. Mais après ça, j'ai été de manière, les trois d'ensuite, j'ai été par mois. J'ai fait un sur le mois de septembre, un sur le mois d'octobre, qui a été, je pense, qui a été vu à date près de 3000 fois. C'est que je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le mois d'octobre. Parce qu'en plus, c'est un mois où ce qui est un peu plus difficile à chasser, à faire des parce que c'est une période où les chevreuils sont moins présents dans les ouvertures.
Puis il y a très peu d'informations qui avaient été véhiculées pour le mois d'octobre. Bon, souvent, on les voit pour le mois de novembre, pendant le temps du RUT, mais c'est un mois qui est un peu plus facile. Donc, j'essaie de mettre souvent l'emphase pour les périodes plus difficiles là, d'amener l'information. Puis le dernier, ben, celui de cette semaine, je l'ai fait ça sur le mois de novembre. Donc, lui, c'est ça, qui va être disponible encore un bon 3 semaines. Sinon, ben, les articles que j'ai écrits là, dans 100% là, chasse et pêche, là, la revue web là, sont quand même assez facilement rejoignables. Ouais. Là. On peut retrouver, là, je pense à date, je suis rendu à 5 ou 6 articles d'écrits. Donc, juste d'aller sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Puis un dernier, je vous dirais, là, dernier détail, là, j'en ai parlé quand même beaucoup depuis 2 ans, c'est des cartes Avenza créées par la compagnie, là, les cartes Expert, X-PRT. C'est des cartes avec des habitats préférentiels qui sont ciblés, qui sont identifiés en vert, avec l'information qui est ces cartes. Puis ça l'amène d'informations, surtout pour la chasse dans les périodes en milieu boisé. Ça l'identifie les secteurs avec un potentiel plus élevé. Puis on sait que les secteurs forestiers à l'île, ben, il y en a certains qui sont plutôt très denses. Donc, ça devient difficile de se déplacer dans ces secteurs-là. Puis, il n'y a pas de visibilité. Donc, un séjour, 4 jours, 5 jours, c'est vite passé. Donc, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps, de perdre des précieuses heures de chasse dans des secteurs avec un peu de potentiel. Donc, les cartes experts qui sont créées sous forme Avenza, donc vous avez sont téléchargeables dans le téléphone que vous pouvez amener sur le terrain. Vous avez le point bleu comme les autres cartes Avenza disponibles. Vous savez toujours où que vous êtes. Vous êtes capable de vous repérer puis de marcher dans ces bons secteurs-là potentiels. On ne chasse plus par hasard. Vous savez que si c'est une zone, mettons une zone D, qui est entre 25 à 40 de recouvrement, c'est les zones les plus claires, c'est ceux qui sont plus faciles à marcher, mais vous êtes capable de vous diriger dans ces zones-là afin de guider votre chasse, puis de rester dans ces bonnes zones-là. Puis ces cartes-là, ben, un des avantages aussi, c'est que vous commandez, mettons, par secteur, comme là, vous, ça va être en Castor. Ouais. Vous le commandez, puis vous pouvez le partager entre chacun des membres du groupe. Donc, le coût est divisé par le nombre habituellement par 4 chasseurs. Donc, ça réduit les coûts Fait que ça c'est un gros plus. Honnêtement, ces cartes-là, ça a été là, vraiment là, une grosse amélioration pour faciliter la chasse là, à l'île. Là. Fait que ça, je suis un grand fan de cartes. Moi, à l'Orignal, j'ai toujours des cartes du secteur, puis avec les différents couverts forestiers, puis où est la nourriture, puis où sont les zones de repos, etc. Fait que moi, c'est sûr et certain que ça pour moi, ça va être un must. Puis je pense que vous autres, les gars aussi, là, c'est juste pour planifier notre chasse du lendemain et tout ça. Là, je pense que, en tout cas, ça Avenza. Puis souvent, j'en parlais, là, les gens à l'Orignal, ça fait quand même plusieurs années qu'ils font de l'analyse de cartes, des secteurs préférentiels. Puis, tu sais, une chasse à l'Orignal, habituellement, quand le chasseur paye environ, va payer, mettons, 1000$ à 1500$ chacun, ben, c'est pas mal le coût que ça va coûter. Puis les gens se préparent à l'avance. Puis là, on arrive en Anticosti. Là, on parle de 3 000, 4 000, 5 000$. Puis les gens arrivaient sur place, qui chassaient beaucoup par hasard. Donc, tu sais, pour moi, ces cartes-là, c'est tellement une grande amélioration. Puis il faut éviter le plus possible le hasard, puis de pouvoir de plus en plus être planifié, tout comme les chasseurs d'orignaux l'ont fait depuis environ 15 ans. Là. Ouais. Ce système-là est vraiment, pour moi, rendu indispensable là, à mes yeux là, pour une planification là, à l'île. Oui, ça va faire partie du kit, ça. Fait que, Maxime, tu es immensément généreux. Tu l'as été avec nous ce soir. Tu l'es sur ta page privée où tu donnes l'information. Juste pour donner de l'information, je trouve ça, c'est louable, bravo. Merci. C'est pas tout le monde qui fait ça comme ça. Puis
j'apprécie beaucoup, puis je suis certain que tout le monde qui tue et qui regarde tes choses apprécie aussi. Je vais te souhaiter une super saison de chasse, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas vraiment inquiet pour toi. J'ai hâte, Simon, de mettre les pieds à l'île. Puis principalement, là, cet été, là, je planifie encore d'aller faire un tour là, pour préparer mon terrain. Ouais. Puis ça me permet aussi en même temps de voir un peu comment que la population a sorti là, de l'hiver, puis vers quoi que ça s'enligne un peu, là, un peu un pronostic là, de ce qui s'en vient là, comme type de chasse qu'on peut prévoir là, pour l'automne. OK. Ah, ça va être des beaux moments. Puis, à nous, messieurs, je nous souhaite une semaine à la hauteur de nos attentes parce que je pense que tout le monde a très, très hâte d'aller là. Tu nous as déjà fait rêver pendant 1h30. Oui, c'est hâte. Je capote. Je me lève à 3 heures puis je ne dormirai pas. Ça va être un problème. Fait que, ben écoutez, messieurs, merci. Je vous débarque puis... ben non, je vais pas faire mes remerciements tout de suite. Je vous garde avec moi. Brigade Web, comme d'habitude, si vous avez des besoins en site web, c'est eux que vous allez voir. Atelier QG pour tout ce qui est vêtements. Ils font même des vêtements de travail, là, des big bills et des affaires de même pour vos compagnies. Fait que gênez-vous pas, appelez-les, posez-les des questions. Ça va leur faire plaisir. Puis les gars, ben merci. Puis peut-être à la prochaine, Max, si jamais ça te retente. Puis, écoute, juste en m'envoyer l'invitation, ça va me faire plaisir, Simon. Je ne l'oublierai pas, celle-là. Fait que, ben merci. Puis à la gang qui nous écoute, à la prochaine. Salut. Bye.